Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Notre pays, le Bénin, jouit d'un emplacement géographique favorable. La zone côtière du Bénin abrite une biodiversité importante et unique. La faune et la flore, situées en grande partie dans les aires protégées, sont très riches et diversifiées, mais leur suivi est confronté à de nombreuses menaces. Quelles sont les actions menées pour protéger l'environnement au Bénin et que faire pour amener les Béninois à s'intéresser aux questions liées à l'environnement? Pour en parler, je reçois le professeur Michel Bokor. Il est géographe et professeur à l'université. Bonsoir à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir, madame. C'est avec plaisir. Dites-nous déjà quelle place occupe la protection de l'environnement dans le développement d'une nation. Mais le développement d'une nation, vous savez que depuis 1972, la planète et les peuples du monde se sont éveillés à la problématique du développement par un environnement stable. Parce que, en termes de développement, en fait, il faut trouver un équilibre entre les ressources et la population. Vous voyez, il y a eu récemment des débats un peu biaisés sur la démographie et la pauvreté. Je crois que c'est complètement biaisé. Autrement dit, on a constaté que le développement d'un pays ou d'une communauté est lié à un équilibre entre les ressources disponibles et la masse démographique. Sur cette base-là, il faut préserver ces ressources, donc préserver l'environnement dans lequel la population va évoluer. Même si elle est en augmentation, il faut que sa dynamique soit liée aussi à la dynamique de l'environnement dans lequel cette population-là va évoluer. Donc il y a eu Stockholm en 1972, il y a eu Nairobi en 1982, et puis il y a eu le grand sommet de Rio en 1992. Mais bien avant ça, pendant la colonisation, il y a déjà eu quelques actions telles que la protection des massifs forestiers par leur classement en aire protégée ou en forêt protégée. Et puis, progressivement, après le sommet, je dirais, le sommet de Stockholm, et puis surtout après le sommet de Nairobi en 82, qui avait été boycotté par les grandes puissances, il y a que le Bénin aussi a pris des dispositions. Par exemple, sous le PRPB, il y a eu la création d'une commission nationale de l'environnement qui était logée à la présidence avec mes collègues Sacramento Adebayor et Legbe Amos qui étaient les responsables, mais ils étaient directement à la présidence de la République. Après, il y a eu une quasi-disparition. De tout ce qui était en train d'être vu, parce qu'ils étaient en quelque sorte là pour conseiller le gouvernement révolutionnaire dans la gestion de notre milieu de vie. Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, il n'y avait pas assez de problèmes environnementaux? Il y en avait parfaitement. Les problèmes de pollution existaient déjà. La ville de Cotonou, avec ses inondations, avec cet tas d'ordures un peu partout dans la rue, ces problèmes existaient. Les techniques culturelles, ce qu'en anglais on appelle slash and burn, c'est-à-dire vous coupez, vous brûlez. Ce qu'on appelle agriculture brûlée et avec itinérance. Tout ça existait déjà. L'attaque de la faune et de la flore. Peut-être que les gens ne percevaient pas trop la menace. Les gens ne percevaient pas trop la menace parce qu'ils estimaient que vu le nombre qu'on était, vous imaginez, à l'indépendance, on était moins d'1 million. Aujourd'hui, on est plus de 10 millions. Donc, vous pour le même espace. Pour le même espace qui ne peut pas évoluer de toutes les manières. On n'allait pas rentrer à la conquête du Moyen-Âge pour aller conquérir les pays d'à côté. Ce n'est pas possible. On n'a même pas la capacité de le faire. Et donc, les problèmes n'étaient pas si aigus que ça. Mais imaginez-vous que le problème du changement climatique, par exemple, a commencé à être constaté seulement après 88.
après 1988, c'est quand même pas si loin que ça. C'est vrai. Oui, donc ça veut dire que sur le plan mondial aussi, il avait une certaine léthargie parce qu'on ne réagit réellement que lorsqu'on est un peu pris à la gorge. Mais le Bénin s'est vraiment impliqué dans les questions liées à l'environnement à partir des années 90, 92. Réellement, Ah oui. pour dire les choses comme elles sont, hein, comme on dit vulgairement, c'est à partir le gouvernement de Soglo, je crois, en 1992, qu'il y a eu le premier ministère en charge de l'environnement avec M. Eustache Sarré, et à qui a succédé après Aoyo, et puis après il y a eu d'autres ministres qui sont succédés jusqu'à ce jour. Avec les différentes dénominations. Avec des changements de dénomination qui montrent aussi qu'il y a, je ne dirais pas une évolution de la perception des problèmes, mais il y a une différence plutôt de perception. Lorsque vous dites cadre de vie, je peux dire que c'est restrictif. C'est restrictif, oui. Mon cadre de vie dépend de mon statut social et de mes activités professionnelles. Donc, ce n'est pas si généralisable que cela. Le cadre de vie du paysan, ce n'est pas le cadre de vie du citoyen, du citadin. Donc, je crois que celui qui dit environnement, c'est plus globalisant. Oui. C'est plus englobant, comme disent les pédagogues. Mais est-ce qu'on peut déjà dire que depuis 90 et toutes les nominations qu'on a connues pour le ministère en charge de l'environnement, quelque chose a évolué par rapport à la gestion des questions environnementales? Ce qui a évolué, c'est surtout sur le plan institutionnel. Malheureusement, je reviens là-dessus. Sur le plan institutionnel, beaucoup de choses ont évolué. En dehors des tests qui existaient concernant les forêts, notamment les forêts et les zones non édificantes, déjà sur la colonisation, on a ajouté beaucoup d'autres tests. Il y a eu la loi 4 sur l'environnement, il y a déjà eu le PAE, le plan d'action environnementale, il y a eu l'agenda 21 Bénin, et on a créé l'agence béninoise pour l'environnement, et on a fini par adopter la loi cadre sur l'environnement. Mais l'impression qu'on a en général, c'est qu'on fait tout cela lorsque de l'extérieur, on a une certaine pression pour dire, nous, on ne peut pas vous aider tant que vous n'avez pas un cadre juridique. Tel cadre institutionnel permettant d'encadrer les actions. Malheureusement, quand nous créons le cadre institutionnel, ce cadre-là reste vide. Donc, on a eu beaucoup de lois. Il y a eu, je me souviens déjà dans les années 70-80, j'ai participé à la rédaction du Code minier au ministère des Mines. C'était déjà très avancé. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, mais vous dites, mais ce Code minier, il ne pêche pas beaucoup de côté. Il y a eu le Code forestier. J'étais avec d'autres collègues beaucoup plus anciens, le professeur Lirou par exemple, où on a participé aussi à la gestion intégrée des ressources en eau. Mais aujourd'hui, est-ce que celui qui cultive son coton à Perere sur le bassin de l'Opara s'inquiète des conséquences des pesticides sur le pêcheur qui est à Ganvier? Oh, c'est là une problématique de gestion intégrée des ressources en eau. Voilà, donc on crée des cadres. Mais si le Bénin a adopté aussi, et ça gire, ce qu'on appelle plan national de gestion intégrée des ressources en eau. Oui. Mais est-ce que réellement, lorsque je suis en train de jeter des engrais, par exemple du côté de la Donga, à Pabégou, à la source de l'Ouémé, je sais que je provoque la prolifération des jacentes d'eau sur le lac Nokoué. Est-ce que je réfléchis à ça? Oh là, c'est une problématique de gestion intégrée. Donc, on a créé beaucoup de cadres institutionnels, de contextes, de structures, mais qui ne sont pas toujours opérationnels. Et si on vous demande de faire un état des lieux par rapport à la gestion des questions environnementales, qu'est-ce que vous allez dire? Mais notre environnement au Bénin est en voie de dégradation rapide, et très rapide. Parce que par profession, moi, je continue, et par ma position institutionnelle aussi, je continue de parcourir le Bénin du nord au sud, depuis la vallée du Niger jusque dans la vallée du Mono, de l'Ouémé, du Koufo. Et je constate
Un exemple. Oui. Entre Savalou et Djougou, je me souviens en 1981, quand je faisais le terrain avec mon ami, paix à son âme, Madame Sikirou, mais la forêt d'Aoro et de Tchetou était bel et bien en place avec une scie. Mais reprenez le même axe aujourd'hui, mais vous allez chercher où se trouvaient Aoro et Tchetou. Vous ne verrez plus rien. C'est un exemple banal. Vous allez à Tuik-Liba, il y avait une forêt là à Tuik-Liba, mais allez à l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'arbres dans la forêt de Tuik-Liba. J'ai des images de la forêt des Trois-Rivières, où j'ai des champs de d'igname, de sorgho et de maïs et de coton à l'intérieur de la forêt des Trois-Rivières. Vous prenez la route Banikwara-Kérémon pour aller au point triple aujourd'hui, vous avez des champs de cotonniers à l'intérieur de la réserve de la Pandjari. On ne peut pas dire dans ces conditions-là que les cadres institutionnels qui ont été créés ont permis de préserver les ressources. Ce n'est pas vrai. Il faut aller sur le terrain. Moi, je ne suis pas un homme de bureau. Je suis un homme de terrain et je vois. Vous avez dit que l'environnement au Bénin est en train d'être dégradé. Quelles sont les menaces alors qui guettent notre pays? Les menaces qui guettent notre pays, il y en a au moins de deux ordres en ce qui concerne notre pays spécifiquement. Oui. D'abord, aujourd'hui, avec toutes les thèses que j'ai vues passer à l'école doctorale, nos eaux, presque à plus de 70%, les eaux de surface sont complètement polluées. Complètement polluées. Ça, c'est clair. Nos espaces forestiers ont presque complètement disparu. Quand vous regardez les superficies au début des années 60 et vous regardez ce qui reste encore aujourd'hui, c'est à peine 20% de ce que la colonisation nous a légué. Or, la population est en train d'augmenter. On va me dire, mais si la population augmente, il faut bien de l'espace. Non, c'est une question d'aménagement. Allez, par exemple, il y a quelques années, j'étais dans le sud du Brésil, à Curitiba. On est allé sur le littoral. Mais le littoral est complètement protégé et au-delà des 100 pas du roi, vous avez que des maisons à étages de plus de 15 étages pour ne pas faire de l'expansion spatiale. Est-ce que nous avons le sol adéquat pour construire des immeubles à 15 étages et autres? Mais je vous dis, sur la plage de Curitiba, c'est le sable, tout comme vous allez à Rio ou à Vlekété, ce n'est pas différent. Je me souviens des photos qu'on a eu à prendre sur cette plage, c'est exactement des plages identiques. C'est vrai qu'ils ont les reliefs granitiques quelques mètres plus loin, mais sur la plage, c'est du sable. Et les gens viennent jouer sur du sable sans être emmerdés par les gens qui viendront les coloniser. Alors, des exemples comme ça, on peut en citer tout le temps. C'est-à-dire, c'est une question d'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire, c'est d'abord la clé de la protection de l'environnement. Je me souviens que j'ai un ami qui est à la Banque mondiale aujourd'hui, qui m'a amené un texte qui a été voté à l'Assemblée pour interdire toute transaction foncière entre Godomé et Ouida. Vous voyez, entre Godomé et Ouida. Oui. Toute transaction foncière était interdite par ce texte qui n'a jamais été promulgué par le gouvernement. Il est vrai qu'au-delà de 90 jours, c'est réputé promulgué, que le gouvernement l'ait promulgué ou non. Mais est-ce que les chefs de quartier, les maires, les délégués qui passent ou repassent, qui s'en vont par un coup de pied par derrière ou bien parce qu'ils ont fini le mandat, est-ce qu'ils sont au courant qu'ils ne doivent pas signer des conventions de vente, maintenant transformées en procès verbal d'acquisition, qu'ils ne devaient pas les signer dans cette zone-là? Apparemment, ils ne sont pas informés, puisque Nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce qu'il ne faudrait pas vulgariser et sensibiliser un peu les populations sur ces différentes lois qui existent pour conscientiser un tant soit peu les populations? Oui, mais lorsque vous laissez chaque individu acheter pour habiter ou par thésaurisation, il reste quel espace pour nourrir la population? Il n'en reste plus. Il reste quel arbre comme bois de feu? Il n'en reste plus. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans cette région dont je parle, entre Godomé et Ouida, les populations de pêcheurs se nourrissent aux poissons congelés qu'ils viennent acheter. Alors qu'on a la ressource Alors qu'on a la ressource à côté, il suffisait de savoir protéger son environnement. Et là, ça pose encore le problème de la pollution de nos lacs. Mais évidemment, vu les activités,
Et c'était au mois de juillet, il y a 3 ans. J'ai dû faire appel à un collègue de la faculté d'agronomie, Philippe, le professeur Philippe, pour ne pas appeler son nom, pour lui dire d'aller faire des prélèvements sur les lagunes parce qu'il y avait des tas de poissons qui mouraient, comme ça s'est passé récemment d'ailleurs sur le lac Tao. Mais ça s'est déjà passé sur les lagunes côtières. Et quand il est revenu, il m'a dit non, vos amis, vos parents font des cultures maraîchères le long de la lagune et ils utilisent donc c'est des pesticides qui sont lessivés parce que entre-temps le fleuve Mono s'est gonflé lorsqu'on a fait des lâchers, la lagune a envahi les jardins périphériques et tous les pesticides qu'ils ont utilisés ont été lessivés, ramenés dans la lagune et il y avait des poissons qui flottaient partout. Est-ce qu'il est encore possible d'avoir des lacs sains, non pollués dans notre pays? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en arriver là? Dans les pays qui ont pris conscience, il y a des interdictions dans les bassins versants d'utiliser certains intrants agricoles. Il y a des interdits, il y a des tests, et ce sont les préfets. Bon, ailleurs, il y a des sous-préfets, mais ici, on a des maires qui s'en occupent. Mais voilà que la situation est déjà comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut essayer de restaurer. Moi, j'ai fait plusieurs séjours en Suède. Quand vous voyez les techniques de restauration, la Suède, c'est le seul pays qui a 100 000 lacs. 100 000, vous vous rendez compte? C'est un grand bouclier ancien, massif, granitique, avec un système d'érosion glaciaire qui a su creuser beaucoup de petits lacs. Mais ils ont des techniques pour restaurer tous ces lacs-là. J'ai eu la chance de faire 4 séjours en été dans ce pays-là. Il y a des techniques de restauration. Si on veut, on peut le faire. Ce n'est pas aller draguer. Draguer, ce n'est pas une restauration. C'est aggraver la situation. Vous allez mettre en suspension tout ce qui est en sédiment et les sédiments en suspension tuent les œufs de poisson. Voilà. Donc là, vous allez encore créer d'autres problèmes, oui. Créer d'autres problèmes. C'est pas ça. Ils ont des techniques que j'ai vues à l'œuvre pour restaurer les écosystèmes pollués. Est-ce que vous mettez vos travaux de recherche à la disposition des gouvernants pour la préservation de notre environnement, professeur? Je vais vous décevoir parce qu'au début de ma carrière, j'ai été chef de service ministère, on appelait en ce temps-là ministère de l'enseignement supérieur et technique, METS, quelque chose comme ça, c'était sous feu Augustin Enfant. Et là, on faisait, comment on appelle ça, la communication académique. Là, on m'a appris qu'un politicien ne lit jamais plus de 3 pages. Alors, ne me demandez pas de mettre à sa disposition un document de 250 pages. Donc, il va falloir que je fasse encore une synthèse. Moi, j'ai déjà mon résumé au dos de ma thèse. S'il ne peut pas lire et comprendre, il n'a qu'à recruter ceux qui connaissent et ils vont lui expliquer. Il faut un peu d'humilité. Le problème de nos politiciens, c'est qu'ils n'ont pas d'humilité. Parce qu'ils ont le pouvoir, ils croient qu'ils savent. Savoir, pouvoir, c'est deux choses différentes. C'est le savoir qui doit nourrir le pouvoir. Le pouvoir ne doit pas s'imposer au savoir. Parce que ça va être un savoir assis, un pouvoir assis sur du vent. Et là, on n'ira jamais nulle part. Les autres défis environnementaux, c'est la lutte contre les sachets plastiques et les changements climatiques. Quelle appréciation faites-vous de ce qui se fait actuellement? Moi, j'apprécie énormément les dispositions qui sont en cours. Il y a 5 ans, j'étais en Italie et j'ai trouvé qu'il y avait des sachets biodégradables. J'en ai ramené tout un paquet. Je croyais que ça allait intéresser des gens. J'ai agité ça à gauche, à droite, mais les gens me regardaient bizarrement pour dire, mais il est revenu d'Italie, peut-être qu'il a pris un peu trop de vin. Puis on était dans le 30. Le Trent, c'est la partie vers l'Autriche, c'est là où il y a les meilleurs vins d'Italie. Ils ont dit, oh, celui-là, il a dû prendre un peu trop de vin. Il vient avec des idées bizarres. C'est quoi son histoire? On a déjà nos sachets aujourd'hui, on vous donne raison. Bon, il vaut mieux avoir raison plus tard que ne jamais avoir raison. Mais moi, je suis très content qu'on en soit là déjà. Mais il faut évoluer. C'est-à-dire? Parce que quand j'ai lu le test, il y a encore des choses qu'on peut améliorer. C'est vrai, on ne peut pas aller de 0 à 100 d'un seul coup. Il faut une gradation. C'est déjà un bon départ. Selon vous, comment doit se mener la lutte? Parce qu'on constate sur le terrain qu'il y a un cafouillage total. Le cafouillage vient de la mentalité béninoise. J'ai fait l'expérience du Congo-Brazza en 2004
Eux, ils ont une usine de fabrication de sachets. Le jour qu'ils ont décidé d'interdire les sachets, ils ont interdit et il n'y a plus jamais de sachets. Mais ils ont déjà pris la disposition d'amener des sachets biodégradables et des intissés que vous pouvez réutiliser plusieurs fois, même pendant des semaines sans les jeter. J'ai l'impression qu'on n'a pas pris cette disposition-là. Et c'est ça la caractéristique béninoise. Ou bien on fait avec tellement de lenteur que les problèmes nous dépassent, ou bien on fait avec tellement de désinvolture qu'on ne règle aucun problème. Hélas. Et selon vous, comment il faut mener cette lutte? Il faut y aller parce qu'on a dit bientôt ce sera la répression. Les populations disent on n'a pas de quoi changer les... Mais c'est ce que je vous ai dit. Au Congo, ils ont... Voilà qu'ici, on n'a pas encore... Oui, on n'a pas encore l'usine. Il faut donc changer de stratégie. Oui, mais quelle est cette idée à partir du moment où on a déjà occupé, on a vendu les marécages où il y avait les feuilles de thalia que les gens utilisaient pour emballer. On a vendu tous les marécages au privé. Personne, aucun maire n'a trouvé incongru d'aller vendre un espace qui est du domaine public de l'État. On vend des individus, personne n'y trouve rien à dire. Vous allez derrière le commissariat de Fifadji, vous allez trouver un grand marécage qui est complètement colonisé par des bâtiments à étages et autres. Personne n'a trouvé que cela ne pouvait pas se faire. Donc on se prive nous-mêmes de la possibilité de trouver des solutions par des comportements antérieurs qui sont complètement écocides. C'est le drame du Bénin. Je ne suis pas désespéré, mais je dis, il faudrait quand même que ceux qui ont la charge d'administrer l'environnement se prennent un peu plus au sérieux. On ne peut pas faire ce genre de situation et pouvoir du jour au lendemain dire, eh bien, désormais, vous n'avez plus de sachets. On n'a plus de sachets, on est d'accord. On va sévir et mais autres. Il faut faire venir les sachets. Il y en a dans le monde entier. Je vous ai dit, j'en ai ramené d'Italie. Il y en a dans le monde entier. Vous en avez ramené d'Italie. Est-ce que depuis le vote de cette loi, vous avez continué à sensibiliser les populations sur les impacts négatifs des sachets non biodégradables? Il n'y a pas de jour chez moi où j'écris sur tout ce qui me sort encore des sachets noirs ou jaunes. Ça, c'est la guerre à la maison. Mais je ne suis pas chargé dans mon quartier d'aller faire la guerre à tout le quartier. Mais il faut que chaque citoyen se prenne au sérieux et se dise, je suis aussi responsable de mon environnement. Chaque citoyen doit se dire, je suis aussi responsable de l'environnement. Parce qu'on a cette mentalité à dire, bon, ça c'est l'État n'a qu'à s'occuper, il va s'en charger, il va s'occuper de ses problèmes et moi je m'occupe de mes problèmes. Non, nous sommes tous là responsables de notre environnement. C'est peut-être là où le thème cadre de vie prend un peu son sens. Nous sommes tous responsables du milieu où nous vivons. Il faudrait que tous les citoyens en arrivent à ce niveau de responsabilité. Mais le problème, c'est un problème sociologique. Le citoyen regarde celui qui est un peu plus haut que lui. Donc, selon vous, le Béninois n'a pas à cœur la chose environnementale? Le Béninois n'a pas à cœur la chose environnementale parce qu'il ne voit pas de bons exemples venir d'en haut. Il ne voit pas de bons exemples venir d'en haut. Si moi, je suis dans mon quartier et que j'ai des gens à un niveau social inférieur, ils me voient comment je me comporte côté environnement, ils n'ont aucune envie d'améliorer aussi leur propre comportement. Si moi je jette des ordures partout, je manipule des sachets plastiques partout, et que eux, qui ont moins de moyens que moi, ils voient ça, mais comment vous voulez, je peux les convaincre qu'ils ne doivent plus les utiliser. C'est là le vrai problème. Par rapport à la gestion des ordures, justement, il y a quand même un peu d'amélioration dans la ville de Cotonou et autres. Et il y a même des sanctions par rapport à la pollution esthétique. Oui, j'ai vu passer, on m'a parlé de sanctions à la pollution esthétique et certains terre-pleins dans la ville de Cotonou brutalement sont devenus propres. C'est la preuve qu'on ne va pas passer le temps à dire sensibilisons. Il faut sévir. Il faut appliquer les tests. Que disent les tests? Les tests n'ont jamais dit de sensibiliser. Quand vous lisez les tests, ils n'ont jamais dit de sensibiliser. Ils ont dit, celui qui fait ça, telle amende, ou bien tel mois de prison avec telle amende, avec où. C'est et où.
C'est ce que disent les tests toujours. Hein. Mais ici, on prend les tests et après on dit, bon, nous allons sensibiliser. Mais avec vous allez les populations, ils n'ont pas l'argent. vous pouvez me dire, l'enfant qui n'a pas 7 ans, comme on dit l'âge de raison, Oui. on va l'éduquer. Mais il y a une figure géomantique que l'on dit dans la géomancie de chez nous, qu'on appelle ça Gouda. Ça veut dire, quand vous prenez une branche tordue et vous brûlez cette branche, la cendre sera tordue. Donc des gens, des adultes, il n'y a pas lieu de passer le temps à dire on veut les sensibiliser. Il faut appliquer les tests. Un mot pour conclure cet entretien, professeur. Un mot pour conclure cet entretien, je crois que les amendes, la sanction, ça fait partie de l'éducation. Ce n'est pas simplement... Parce que pour moi, sensibiliser, c'est se réfugier et rester là dans l'élasticité. Donc il faudrait que les responsables à tous les niveaux, depuis le niveau foyer, depuis le niveau familial jusqu'au sommet de l'État, s'organisent pour passer aux applications. Mais pour le cas des sachets, par exemple, il fallait au moins faire venir des sachets biodégradables et les imposer. C'est ce qui s'est passé au Congo. J'ai vu ça de très près. Mais au Bénin, je ne sais pas pourquoi. Eux, ils ne sont que 2 millions au Congo. Hein. Ici, nous sommes 10 millions. Mais est-ce que nous devons être 10 millions seront moins intelligents que 2 millions de personnes? Je crois qu'il y a un problème au Bénin que nous devons chercher à résoudre. Merci beaucoup à vous, professeur Michel Boko. Je rappelle que vous êtes géographe et professeur à l'université. Mesdames, Messieurs, la protection de l'environnement, c'est une affaire de nous tous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.